Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Nouvelle semaine, nouveau défi sur la radio. Des défis, la 88.6 émettant depuis Apapa Dangui. Bonjour chez tous et merci de prendre le rendez-vous de décryptage matinal sur votre radio préférée. Dans l'actualité, les passions se déchaînent, l'émotion assujettit la raison, la morale veut convaincre le droit. C'est donc un foutoir de commentaires indescriptibles sur l'IVG, la modification du code des personnes et de la famille, les infractions relatives au sexe et la décision de la Cour. Dans tout cela, la femme minimisée, élevée et relevée. Ce matin, on en parlera encore avec mes invités qui sont déjà en studio. C'est dans la hôtel que nous l'avons dit, les amis auditeurs, auditrices, vous salue aussi par ma voix, il faut le préciser. Et c'est Javi Gamin, bonjour. Bienvenue à Bassagan, bonjour à chacun, bonjour à tous, bonjour à Serge dans la haut. Nous savons que vous avez fait un très long voyage avec les différentes péripéties de Porte-Novo pour ici. Exactement. Hein. Avec, donc pour débattre de cette question de l'Église catholique, il faut le dire, ici le débat est sans concession ni fioriture, mais avec beaucoup de courtoisie. Nous voulons parler un peu donc de la réaction contre la loi sur l'interruption volontaire de l'Église catholique. Il y a la manchette du quotidien, le matinal qui affiche du moins Église catholique, attention à la dérive, c'est Yada là-haut. Tout à fait, bienvenue à Guassagan, attention à la dérive parce que hier durant toute la journée, pour ceux qui sont, enfin pour les compatriotes, pour les béninois qui sont d'obédience catholique et qui ont pris la peine de se rendre sur les lieux de culte, ils ont certainement constaté un fait inhabituel. Et ce fait inhabituel, c'est la lecture de cette déclaration de la conférence épiscopale du Bénin au lendemain du vote de la loi modificative de la loi portant santé sexuelle et de la reproduction en République du Bénin. Dans ce communiqué, dans cette déclaration de la CEB, nous allons le rappeler, les évêques du Bénin ont manifesté leur déception de voir leur appel ne pas aboutir, ne pas prospérer. Pour eux, c'est que la représentation nationale n'a pas donné une suite favorable à leur requête, laquelle requête consistait à rejeter tout simplement le projet de loi du gouvernement Talon et à tout simplement retourner ce projet de loi à l'initiateur, sinon aux initiateurs. Donc, dans cette déclaration, la déception a été exprimée, manifestée. Il fallait que les députés aillent dans le même sens que les prélats, ce que les députés n'ont pas fait, même si au sein des députés, il y a eu des prises de position qui tendaient à ne pas voter, mais au finish, le projet de loi, sinon la loi, a été voté à l'unanimité. Donc, attention à la dérive, nous avons voulu attirer l'attention de ces sommités de l'Église catholique qui, depuis un certain moment, se prennent des ailes et opinent ce qu'on ne va pas leur dénier, opinent sur les sujets. L'Église catholique a toujours fait cela, mais nous estimons que quand il s'agit des sujets de grande préoccupation comme celui sur l'interruption volontaire de grossesse et qu'il s'agit de l'encadrement de la pratique qui décime pas mal de nos compatriotes femmes. Selon les statistiques, c'est près de 200 femmes qui périssent de façon annuelle suite aux avortements clandestins. Est-ce qu'il faut que le gouvernement reste les bras croisés face à ce désastre? Je crois que tout gouvernement sérieux dans son rôle, en prenant ses responsabilités, en demandant à la représentation nationale de faire le geste utile, et ce geste utile, à notre humble avis au niveau du matinal, c'est de voter ce projet de loi là, qui a été adopté à l'unanimité. Donc, l'Église catholique a certes le souci de la préservation de la vie, comme le prescrit d'ailleurs la Bible, comme le prescrit notre Constitution. Mais au même moment, est-ce qu'il faut rester les bras croisés face
au phénomène d'avortement clandestin qui, quand même, si on ne va pas se cacher, constitue un frein au développement, parce que ces femmes qui périssent, et parfois même avec leurs enfants, on ne sait pas quelles sont ou quelle pourrait être leur contribution dans l'édification de notre nation, de notre pays. Donc tout ça mis ensemble, nous avons estimé que l'Église catholique, même en adoptant sa posture, devrait quand même saluer, reconnaître le bien fondé de ce projet de loi qui a été introduit au Parlement. Ce qui n'est pas d'ailleurs le cas. Ce qui n'est pas le cas, puisque l'initiative a été d'emblée rejetée par les évêques, et cette attitude n'a pas manqué de nous choquer, et c'est cela que nous avons exprimé à travers. N'a pas manqué donc d'offusquer le quotidien, le matinal, vous l'avez si bien expliqué. On va revenir en tout cas pour de plus amples détails, parce qu'il y a certaines questions qui doivent être vous posées, parce que la question de la clandestinité et puis donc la question de la vie, laquelle il faut choisir entre la clandestinité et la préservation de la vie. Mais avant d'y arriver, nous allons demander à Serge Avigamé aussi, est-ce qu'il a suivi donc cette actualité de l'Église catholique. Nous avons remarqué que hier, pratiquement pour ceux qui ont été au culte, il y a un communiqué, le communiqué en tout cas qui porte la position de l'Église catholique sur la question de l'avortement au Bénin. Oui, d'abord, je voudrais faire remarquer que moi-même j'étais hier au culte du dimanche, comme tout bon chrétien catholique, puisque je le revendique, je le suis, je le revendique. Et puis, je crois que, je pense que l'Église n'est pas à la dérive. L'Église est en train de comment l'appelle-t-on, d'attirer l'attention de la population, du gouvernement, surtout sur un fait très dangereux, n'est-ce pas? C'est presque un danger public de légaliser ce qu'on appelle l'avortement. Ah bon? Au Bénin, c'est dangereux. C'est pour tout bon chrétien. D'abord, je voudrais faire remarquer que ce n'est pas seulement l'Église catholique. Je ne suis pas le porte-parole de l'Église ici, mais je voudrais faire savoir que ce n'est pas seulement l'Église catholique qui, comment l'appelle-t-on, a demandé, a invité, à s'être offusqué, n'est-ce pas, de cette loi. On a vu plusieurs autres confessions religieuses, même les animistes, les évangéliques. Non, mais quand vous dites ça, il y a le pasteur Michel Alokpo qui a intervenu, qui parle d'encadrer au Bénin. C'est une bonne chose. Vous m'avez invité, c'est pour parler, donc laissez-moi parler. Je crois que Michel Alokpo, c'est un cas isolé, n'est-ce pas, et que je ne voudrais pas parler de ce monsieur, histoire, n'est-ce pas, de ne pas choquer les sensibilités ici ce matin. Et donc, quand je finis de dire, j'ai suivi, n'est-ce pas, nos confrères de Canal 3 qui ont fait un vox populi, n'est-ce pas, par rapport à ce projet de loi. Ils ont invité, ils ont questionné beaucoup de sensibilité, et je crois également qu'aujourd'hui, on a écouté ce que les gens ont dit, et pour tout bon chrétien, pour toute personne dotée de ces facultés morales qui sont encore, en tout cas, en place, je crois qu'on ne peut pas en aucun cas légaliser l'avortement. Je crois, moi j'ai lu, n'est-ce pas, le projet de loi, et je me suis dit, oui, il y a des dispositions dans ce projet de loi qui, d'une manière ou d'une autre, sont acceptables. On va y revenir certainement, mais quand on veut hégémonier l'Église catholique, on pense que l'Église catholique est à la dérive. Non, c'est déjà trop dit. Moi je crois. Aujourd'hui, le quotidien parle de attention à la dérive. Je crois en tout cas attention à la dérive pour tout ce que vous dites. Non, l'Église est en train aujourd'hui d'attirer l'attention de tout un chacun de nous sur les méfaits, les conséquences de ces actes, que l'on voudrait encourager. Et que quand, écoutez, mon vis-à-vis a beaucoup parlé, je n'ai rien dit. Votre intervention suscite assez de questions. Il faudrait que nous ayons quelques éclaircissements, il faudrait le préciser. Et quand vous parlez donc de l'Église catholique, de cette réaction, parce que vous estimez qu'il n'y a pas eu de dérive, on pourrait tenter vous demander, est-ce que l'Église catholique, ce n'est pas son rôle seulement de contenir ses fidèles, de ne pas aller à l'IVG, que de pouvoir donc parler, parce que nous sommes dans un état. L'Église, je voudrais même rappeler une fois encore que l'Église n'a pas souvent parlé que de cette affaire de grossesse, en droit de l'IVG. L'Église est venue plusieurs fois s'interroger sur
plusieurs aspects de l'actualité politique. Vous en rappelez, j'allais dire, lors des élections présidentielles, législatives, communales, l'Église est toujours sortie. Donc, ça, c'est également une sortie de plus. En tout cas, pour montrer à tout un chacun de nous que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas bien. Mais écoutez, chacun est libre d'avoir sa position. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on est en train de penser, en tout cas, d'indexer aujourd'hui l'Église catholique qui attire l'attention des uns et des autres sur la dangerosité de cette loi. Je vous connais, bienvenue, chrétien Bontin. Jusque-là, vous n'avez pas encore prouvé le caractère dangereux. Ah, mais si vous voulez, nous allons y aller. Allez-y. Si vous voulez, nous allons y aller. Alors, je crois que c'est l'article 170, 170 alinéa 1, qui est clair, hein, et là je suis d'accord, qui dit en cas, je ne sais pas la loi 17 en tout cas, oui, qui dit qu'en cas de détresse, non, je ne veux pas parler de ça d'abord, je veux parler de là où on dit il faudrait entre la vie de l'enfant et de la femme, il faut faire un choix, et je crois que le choix est bien. Ça c'est pas un problème, parce que on peut pas cliniquement, il faut faire un choix. D'accord, mais quand on revient pour dire en cas de détresse matérielle, ça veut dire quoi? En cas de détresse, comme vous appelez, professionnelle, éducationnelle, tous les adjectifs qui ont été cités, alignés. Qu'est-ce qu'on appelle détresse morale? Qu'est-ce qu'on appelle détresse matérielle? Vous semblez vouloir dire le mot s'appelle de détresse financière et vous n'avez pas les moyens nécessaires pour pouvoir contenir, en tout cas, entretenir la grossesse. Vous aussi, vous savez, les consultations, vous savez combien ça coûte? Écoutez, Jean-Luc, je parle de Jean-Luc, bienvenue. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, quand on parle de détresse financière, détresse matérielle, détresse, tout ce que vous dites là, on n'a pas invité quelqu'un, en tout cas, il y a des méthodes, n'est-ce pas, aujourd'hui, de planification familiale aujourd'hui. Écoutez, des méthodes de planification familiale qui nous obligent à ne pas aller jusque-là, encore que... Pourquoi l'Église catholique n'a pas conseillé cela de se mettre dans une publicité? Écoutez, Jean-Luc, bienvenue. Encore que ces méthodes de planification sont décriées par l'Église. Mais là c'est bien. Bon, mais je voudrais vous dire également, bienvenue, pour permettre, hein, Jean-Luc, aujourd'hui. Écoutez, quand on parle de détresse, qu'est-ce qu'on met dans ça? C'est encourager les jeunes enfants aujourd'hui. Je sais que vous êtes aussi professeur de français. Les jeunes, je suis ici en tant que journaliste. Aujourd'hui, c'est encourager les jeunes enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons à s'adonner à la prostitution. Voilà un peu ce développement de Serge Abiguébé qui n'est pas du tout d'accord avec le titre du quotidien, le matinal, et il avance ses arguments. Il est tout à fait libre d'opiner, d'avoir son opinion, son avis sur la question. Sinon, les journalistes aussi de le matinal sont libres d'avoir avis également sur la question. Ce qui est sûr, et ce sur quoi l'unanimité devrait se faire, c'est le volet le plus que ce projet de loi apporte. Je suis sûr, et mon vis-à-vis doit pouvoir l'être également, que ce projet de loi ne serait pas initié s'il n'apportait pas un plus au développement du Bénin. Quel est ce plus que ça apporte? Je crois que nous n'avons pas des animaux à la tête du pays. Nous avons des gens qui disposent de toutes leurs facultés. Et quand je parle de facultés, ils prennent la peine, ils prennent le soin de réfléchir avant d'introduire au Parlement les différents projets de loi. Le plus, si vous voulez qu'on y aille, le plus que ce projet de loi apporte. Je crois que dans mon propos liminaire, j'ai eu à le notifier. Vous voulez que les 200 femmes qui périssent chaque année, on puisse rester les bras croisés, les laisser mourir parce que on doit préserver la vie, parce que la Bible dit qu'il faut préserver le fœtus, il faut préserver la vie. C'est ça que nous voulons dans le pays. Je crois que même que vous soyez chrétien, musulman ou animiste, l'unanimité, on devrait même saluer ce geste du gouvernement de vouloir enfin légaliser l'interruption volontaire de grossesse.
au cours du week-end, si vous avez pris la peine de suivre des radios de la place, je vais parler de Radio Tokpa, je crois aussi doit avoir diffusé, le porte-parole du gouvernement est revenu de long en large sur l'interruption volontaire de grossesse. Comment est-ce que ça va se passer? Je crois qu'à ce niveau également, il y a des inquiétudes, mais il a essayé de lever ces équivoques-là par rapport à comment est-ce que la pratique va se faire dans les centres de santé, les cliniques. Il a été, on ne peut plus clair sur la question. L'interruption volontaire de grossesse ne sera pas faite par n'importe quel spécialiste. Ça ne sera pas fait par n'importe quel centre de santé. Ça ne sera pas fait par n'importe quelle clinique également. Ce sont des cliniques qui seront agréées par le ministère de la Santé et cela permettra au ministère de la Santé d'avoir un regard sur les prestations que ces centres de santé vont offrir aux populations, aux femmes désireuses de se faire interrompre volontairement leur grossesse. Quand on vous explique tout ça et vous continuez par adopter une certaine position réfractaire de nature, à vous rebeller contre, on va le dire comme ça, à vous rebeller contre la loi ou les initiatives du gouvernement, on doit pouvoir se poser des questions. On doit pouvoir se poser des questions. Dans le cas d'espèce, nous continuons de le dire, nous martelons que l'Église catholique doit pouvoir, comme le sociologue, le professeur de l'université Dodi Amouzouville l'a dit, l'Église catholique doit pouvoir être fille de son temps, parce qu'on ne peut pas prévaloir de la morale pour ne pas évoluer. La société est en perpétuel mouvement. C'est pas parce que il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans en arrière, la pratique n'était pas légalisée qu'en 2021. Cela ne devrait pas l'être, même s'il y a les garanties qu'il faut pour pouvoir le faire. Vous allez... Même s'il y a les garanties dans cet article signé par Abdourahmane Touré, il y a même des citations de versets. Il faudrait que je puisse le lire à nos amis auditeurs et auditrices. Et on dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car indique il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, qu'il faut se soumettre aux autorités. Mais il y a également l'article commandement de Dieu qui dit, n'est-ce pas, je crois que c'est le commandement aussi ce qui dit tu ne tueras pas. On est d'accord? On dit, donc, attendez, mais c'est une tuerie. Écoutez, vous êtes d'accord avec moi que le 6e commandement de Dieu est clair par rapport à ça, il dit tu ne tueras pas. Et quand on avance l'argument fallacieux qui ne tient même pas et que je me demande quel genre de députés avons-nous dans la République écoutez, moi je pèse mes mots pour dire. Ils sont aussi des chrétiens. Écoutez, il y a même de déception, n'est-ce pas, par rapport à ces personnes-là. Et des députés qui disent que des détresses matérielles, des détresses professionnelles, écoutez, c'est même ça ne tient même pas, qui peuvent être assujettis, n'est-ce pas, à un avortement, c'est que ça pose problème. C'est un problème de morale dans la société. Et la morale, c'est ce que nous devons, n'est-ce pas, beaucoup plus. C'est de la vertu. Le chef de l'État lui-même, en tant que premier responsable du pays, a toujours été défenseur de la morale. Et je n'ai pas compris comment est-ce qu'on va envoyer un tel projet de loi à l'Assemblée et légaliser l'avortement, quel que soit ce qu'on dira, quels que soient les arguments que l'on va avancer, quels que soient les grands sociologues, les grands juristes, les grands universitaires, tous ceux-là qui parleront pour défendre, n'est-ce pas, cette loi, ils ne vont jamais me comprendre. Moi, j'ai suivi. Mais c'est pas de l'avortement. Non, écoutez, c'est de l'avortement. Je crois qu'il y a... on doit lever... Non. L'avortement... Non, attendez. Il faut qu'on fasse... C'est pas l'avortement... Oui. L'avortement a été déjà légalisé dans notre pays depuis 2003. Écoutez, quand les gens ont tendance à dire dans l'opinion retourner, n'est-ce pas, à cette loi de 2003, le vote de la loi modificative est la légalisation de l'avortement. Pourquoi est-ce qu'on veut tout modifier? Je crois que c'est pas juste. Non, écoutez, ce n'est pas juste. Dans la hausse, on va situer le débat. Vous avez un problème ce matin, c'est que vous n'avez que de sérieux sur votre plateau et conséquences. On va situer le débat. Et vous savez que nous sommes dans un état
laïque. Et qu'en matière de droit qu'il faut suivre, il y a le droit naturel. Le droit naturel et aussi il y a le droit religieux et le droit positif. Le droit positif ne tient pas compte ni de la morale telle que vous l'êtes en train de le dire. Peut-être c'est pour cette raison. Vous êtes en position de débatteur, vous êtes modérateur. Non, je suis en train de vous situer sur les différentes dispositions. Pour poser vos questions, pour vous demander, est-ce qu'on va suivre le droit religieux dans la République ou on doit suivre le droit politique? On suit tous les droits, bienvenue. C'est un foutu alors. Écoutez, on suit tous les droits. Je dis, si vous avez votre fille, on parle de viol. Si vous avez votre fille, parce qu'aujourd'hui, les gens ne touchent pas du doigt la dangerosité de cette loi. Vous avez votre fille, bienvenue à Bazaga. Cette loi n'a aucun... Attendez. Cette loi n'a aucun... C'est votre droit le plus absolu d'opinion. Moi, je vais opiner. Alors, vous avez votre fille, bienvenue, qui quitte l'école un soir parce qu'elle a un copain, parce qu'il y en a un peu partout dans Cotonou, qui a un copain avec qui elle est allée s'amouracher, et parce que vous êtes sévère à la maison, la fille revient dire le soir en rentrant, j'ai été violée. C'est des arguments fallacieux. Qui seront Est-ce qu'il faut maintenir attendez, mais écoutez, parce qu'il avait son copain avec qui il s'est amouraché et qui a donné une grossesse. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, il va dire, papa, que non, c'est en rentrant là que j'ai piqué, que quelqu'un m'a violé. Et puis, parce que c'est ça là, je ne connais pas la personne. On veut ça, c'est des cas isolés. Non, c'est pas des cas isolés. Deuxième chose, quand vous dites, j'ai ma petite soeur à la maison qui me plaît parce que je l'ai vue, elle est jolie, et que je me dis que c'est un autre homme qui vient là, je suis conscient, je suis un homme doté de raison, le bon sens, selon Descartes. Je la vois, ma petite soeur. Et puis, je vais coucher avec elle. Je suis doté d'une raison, non? Bien, papa qui va coucher avec son enfant. Non, ne faites pas l'apologie. Non, écoutez. L'apologie de ces actes incestueux. Je ne fais pas. Justement, c'est le gouvernement et les députés qui sont en train d'encourager l'inceste. Parce qu'en mettant ça dans son projet de loi, on est en train d'encourager les gens à aller à l'inceste. Parce qu'on dit qu'en cas d'inceste, il faut avorter. Il faut interrompre la grossesse. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de dire que l'inceste peut exister de droit. C'est dangereux. Il faut lever l'équivoque. Il faut la seule condition pour moi, Jean-Luc, bienvenue, ne pas permettre, une fois encore, la seule condition pour moi, la seule condition qui puisse permettre qu'on aille à l'IVG, cette seule condition, c'est quand la vie de la maman est en danger. Mais la vie de la maman, non, c'est l'article. Il y a des comptes vérités. Donc, tout le reste là, c'est du bavardage. C'est des gens qui veulent nous envoyer dans une société où la dépravation, désormais, va rayer à mettre dans la société. Vous me permettez pour que nous puissions donc comprendre un certain nombre d'éléments. Oui, vous parlez de comptes vérités. Il y a des comptes vérités que mon vis-à-vis a sorti tout à l'heure, qui franchement me met hors de moi, parce que quand on me parle d'inceste, vous voulez dire aux auditeurs de OCFM que c'est le projet la loi modificative qui a introduit le volet viol, inceste dans les articles nouveaux. Écoutez, non, du tout pas. Ça a été dit, non? Du tout pas. C'était déjà dans la loi de 2003. C'est du français. Pourquoi est-ce qu'on voulait modifier? Pourquoi est-ce qu'on voulait modifier Serge dans la-haut? Pourquoi est-ce qu'on voulait modifier les députés aussi intelligents qu'ils sont? Ne peuvent pas enlever, n'est-ce pas, cette disposition-là. Pourquoi vous voulez qu'ils enlèvent mais pourquoi est-ce que maintenant ils en rajoutent? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que quand on dit chez moi, on ne peut pas rester dans cette... C'est dangereux, quoi. Nous voyons que vous êtes très ardent défenseur. Non, je ne suis pas ardent défenseur. Moi, je suis contre cette loi. Et donc, on va... Vous êtes libre d'adopter. Exactement, je suis libre. Merci à Serge Adam là-haut. Nous allons passer donc aux autres sujets, parce que nous voyons que vous avez déjà très débattu donc de cette question. Le principe d'égalité, il faut le dire, a commencé par être appliqué désormais pour donner le nom de famille. Vous savez très bien, c'est une question de société. Pour donner le nom de famille, la femme aussi peut aussi dire que mettez le nom de famille de mon nom patronymique aussi, donc donner cela à l'enfant. C'est dans la haut. Bon, je ne suis pas dans le secret. Des députés, ils savent ce pourquoi. Non, cette fois, c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui a parlé du principe d'égalité. D'abord, oui.
Ce qui est sûr, il y a eu modification également de... Oui, on en parlera très rapidement tout à l'heure. Et de la famille. Et de la famille. Oui. C'est suite à un recours qu'une compatriote, qu'une citoyenne a introduit au secrétariat de la Cour constitutionnelle, que la Cour a dû trancher. Oui. La Cour a évoqué ces raisons, et au nombre de ces raisons, sinon la principale raison, c'est l'égalité dont vous parliez tout à l'heure. La décision de la Cour est sans recours, mais nous pouvons commenter ou les commenter. Voilà. Alors, à quoi la Cour constitutionnelle veut désormais nous amener dans la République? Et ça dit que désormais, quand vous et moi, nous aurons, quand vos enfants ou nos enfants auront leur progéniture, ils porteront les noms de leurs géniteurs et de leurs génitrices. C'est cela que la Cour constitutionnelle veut dans notre pays. En fait, jusqu'à présent, je ne sais pas le bien fondé de cette décision de la Cour constitutionnelle. Il faudrait que je vous situe, Serge Adalaho, dans la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour estime qu'au nom du principe d'égalité, l'homme et la femme, les deux sont égaux devant la loi, et donc on doit appliquer cette égalité-là. Parce qu'entre-temps, il y avait aussi un problème par rapport au divorce, où on disait que c'est lorsqu'on va trouver l'homme dans le lit conjugal en train de commettre de l'adultère qu'on considérera cela comme un divorce. Et la Cour constitutionnelle a été saisie en temps par le professeur Ibrahim Salami, et la décision de l'égalité a été rendue. On dit, quand on voit l'homme commettre l'adultère à n'importe quel endroit, cela devient donc, cela peut donner lieu au divorce. Maintenant, c'est la question de non, l'homme et la femme, les deux sont égaux devant la loi, il faut l'appliquer partout. Non, honnêtement, je crois que cette décision ne valait pas la peine. C'est mon opinion, c'est mon point de vue. Il y a mieux le contrôle de constitutionnalité. Enfin, la Cour constitutionnelle a mieux à faire que de rendre ce genre de décisions. La pratique, la coutume dans le pays depuis des années, je crois que nous avons intérêt à préserver ce à quoi nous avons l'habitude intérêt à préserver. Bon, je crois que la décision de la Cour constitutionnelle, pour moi, peut être interprétée de plusieurs manières. On est d'accord? Je suis d'accord avec Serge Adalaho que moi, mais je n'ai pas compris ce qui sous-tend, n'est-ce pas, cette décision. Mais quand on se réfère, c'est une interprétation personnelle, permettez, quand on se réfère aux précédentes dispositions, par exemple liées au RAVIP, où on dit désormais que, je crois que c'est une décision, du gouvernement qui dit que quand désormais votre femme est enceinte, il faudra aller... Certificat de paternité. Voilà. Donc, quand on se réfère, n'est-ce pas, à cette disposition dans la République, et que, je sais, Serge Abidjamin, un bon don Juan, un soir, c'est un exemple, un soir va avoir, n'est-ce pas, des intimités avec une fille, et que la fille vient me dire, je suis enceinte, je décline ma responsabilité, je dis, c'est pas moi, c'est un exemple que je donne, je ne fais pas ça. Vous êtes d'accord avec moi que l'enfant restera sans papa? Et donc, il faille d'une manière ou d'une autre, chercher des moyens pour donner un nom à l'enfant. Encore que, je crois que dans la disposition de la Cour constitutionnelle, c'est que l'enfant portera et le nom de la maman et le nom du papa. Et c'est là où moi, ça me paraît ambigu. Moi, je voudrais inviter les 7 sages de la Cour constitutionnelle à également sortir une autre disposition pour dire que les femmes également doivent doter les hommes. Parce qu'on parle, c'est un principe d'égalité dans la République. Donc, l'égalité doit être partout, même dans la popote. Les femmes doivent commencer par donner la popote. C'est partout. Il faut pas rester, dire, bon, c'est une l'égalité, il faut porter le nom, parce que, comme on va encore retourner, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures, parce que c'est ça qui nous amène ici ce matin pour dire, mon frère, bienvenue, qu'il est dit que l'homme est la tête de la femme, comme l'Église, comme Dieu est la tête de l'Église. Et quand on se réfère, n'est-ce pas, à cela, il n'y a aucune loi qui puisse dire aujourd'hui que
un enfant doit porter le nom de la femme. Bon, en tout cas, un enfant doit porter... Le principe... Moi, je pense qu'il y a... D'égalité, vous avez parlé tout à l'heure de la question de la dot. Quand vous prenez donc le code des personnes et de la famille, le code précise que la dot, elle est facultative. À partir de ce moment, vous n'êtes pas obligé donc de donner la dot. Quand vous parlez tout à l'heure de questions de popote, il faudrait constituer, selon le code des personnes et de la famille, la loi dit qu'il faut contribuer au charges du ménage selon les facultés respectives. Ce qui veut dire que si la femme gagne plus que vous, c'est elle qui doit contribuer bienvenue, ça c'est ce qui est dit. Mais c'est pas ce que nous constatons aujourd'hui dans nos ménages, dans nos familles. Il y a ce que, c'est ça je vous dis, il y a ce que les législateurs met sur pied, il y a ce qui est dans la pratique. Mais c'est ça, donc il y a une différence, une nette différence. Et pour moi, pour ma part, bienvenue, je crois qu'aujourd'hui, cette disposition de la Cour constitutionnelle doit être à revoir. Et sinon, on risque encore de créer, n'est-ce pas, des problèmes dans les ménages. On risque de créer le problème dans les ménages. On parle de questions de liberté. Nous allons donc passer au dernier sujet, toujours donc sur cette question des femmes où le quotidien, le matinal, parlait donc de révalorisation donc de la femme. Serge Adalao. Oui, c'est conformément aux différentes lois qui ont été adoptées la semaine écoulée. Il faut reconnaître le travail qui a été abattu par les députés dans ce sens-là. Je crois que ça doit faire trois lois, oui, toujours qui ont en point de mire la femme, qui vise à revaloriser la femme, à revoir la condition de la femme. C'est à l'actif du gouvernement, c'est à l'actif des députés qui, malgré les divergences, malgré les susceptibilités, ont mis l'intérêt de la femme, l'intérêt supérieur, j'allais dire, de la femme au devant pour pouvoir voter ces lois-là. Désormais, les lois sont là en attendant le contrôle, leur promulgation. Mais avant la promulgation, il faut le contrôle de constitutionnalité. Et là, on espère que la Cour constitutionnelle ne va pas trouver à dire ou à redire par rapport à certaines dispositions de ces lois-là. Parce que si ça a été adopté par les députés, sans doute que les députés ont pris la peine de passer dans tous les sens les différentes dispositions avant que ça ne soit voté. On espère que la Cour puisse déclarer conforme à la Constitution et que très rapidement le chef de l'État puisse promulguer et que ces lois-là entrent en vigueur pour l'émancipation, pour le développement et pour l'amélioration des conditions de nos femmes qui ont souffert pendant longtemps. Qui ont souffert pendant longtemps. Nous allons lire quelques extraits donc, de l'article qui porte la plume de Wilfried Nombadan, qui précise qu'il s'agit ensuite de favoriser une évolution du code par la suppression de toute forme de discrimination basée sur le genre, de renforcer l'égalité entre l'homme et la femme dans l'exercice de l'autorité parentale et de réduire l'hégémonie de l'homme en matière de transmission du nom de famille, des fiançailles et du mariage. Ces modifications permettront du coup de clarifier le régime juridique des fiançailles ainsi que les effets du divorce et du remariage en cas d'absence durement constaté. Et il précise aussi qu'il a la mise en place d'un fichier national des personnes condamnées pour des infractions commises à raison du genre. Sur cette question, Serge Avigamin, la mise en place d'un registre national des personnes qui commettent des infractions sur le sexe. Oui, mais il faut décourager, n'est-ce pas, ceux-là qui commettent des infractions sur le sexe, parce que le sexe c'est quelque chose de sacré dans la vie d'un homme. Il faut, en tout cas, moi je ne trouve pas d'objection par rapport à cette disposition. Hein. Il faut avoir le courage de le dire, parce que vous soyez homme ou femme, le sexe, c'est toute une vie, c'est toute la vie, n'est-ce pas, d'un être humain. Mais ici, c'est la femme qui est privilégiée. C'est pas un problème. La femme, c'est là où la disposition, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle, dont on avait... ça vient également, en tout cas, c'est remis en cause. Parce que cette disposition privilégie la femme. Ça ne me pose aucun problème que dans la République, la femme soit privilégiée. Parce qu'elle est naturellement, on peut même prendre toutes les dispositions, donner tous les pouvoirs à la femme.
elle sera toujours... On ne peut pas donner tous les pouvoirs. Non, bon, c'est un exemple, en tout cas, c'est une manière de parler. Elle sera toujours reléguée, excusez du peu, hein, que les femmes en est au second rang dans la société. Vous parlez d'équité ou bien d'égalité? D'équité, d'égalité, de tout ce que vous voulez. La femme sera toujours relevée au second rang. Écoutez, je ne sais pas pourquoi est-ce que la femme, dans la tradition africaine et béninoise, est faite d'abord pour le ménage. Maintenant, c'est parce que nous avons voulu que la femme soit émancipée. On a dépassé ça. Hein, je suis d'accord. C'est pourquoi on a voulu qu'elle soit émancipée, qu'elle devienne une femme intellectuelle. Et il y en a qui sont plus intelligentes que les hommes. Et donc, il faudrait qu'elles mettent leur expertise, n'est-ce pas, au développement de la société, que l'un dans l'autre. On est en train de prendre cette disposition. Maintenant, à vouloir renforcer trop, on va leur donner des ailes et elles vont devenir autre chose dans la société. C'est pas pour aborder dans le même sens que Serge, je crois que les lois resteront à l'étape de loi si les femmes elles-mêmes ne changent pas de mentalité. Je suis d'accord. Il faut absolument qu'elles prennent conscience de leur statut actuel dans la société. Et qu'elles se battent. Surtout qu'elles se battent surtout pour pouvoir mériter leur place au sein de la société. On peut beau réviser toutes les lois de la République qui touchent à la femme, si au sein des femmes même, si au niveau des femmes même, on ne sent pas un certain sursaut, un changement de mentalité, les lois resteront à l'étape de loi. Bienvenue, si vous permettez, hein, la constitution révisée par les députés et promulguée par le chef de l'État, cette constitution dit désormais qu'il faut un nombre de femmes précis, oui, n'est-ce pas? Au niveau est-on obligé d'en arriver là pour que la femme puisse devenir... Donc, écoutez, aujourd'hui même, au sein de notre gouvernement, il n'y a pas assez de femmes. Pourquoi est-ce que le chef de l'État qui promet, n'est-ce pas, valoriser la femme aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui elle-même... Oh non, écoutez, pourquoi est-ce que vous empêchez les gens quand on veut parler? Je ne vous empêche en rien parce que de l'autre côté, on est en train donc de me signaler que le temps qui nous est imparti est en train d'aller... Non, c'est juste un parcours de circonstances. Il faudrait préciser cela. Mesdames et messieurs, nous sommes donc au thème de notre émission de ce jour. Il faut savoir si le soleil vous éblouit, il faut nécessairement donc prendre le temps de l'apprécier. Et si le temps est à la pluie, prenez aussi le temps de chanter. Et si vous avez trop de soucis, prenez le temps d'espérer. Et si vous respirez aujourd'hui, prenez le temps de dire merci à Dieu Tout-Puissant. Nous vous disons très bientôt, nous nous retrouvons très bientôt demain donc avec le même plaisir de moi-même à la présentation. Bienvenue à Gbassaga. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.